Pour moi, c'est un honneur d'être là. Vraiment, j'ai peut-être plongé l'ambiance, mais pour moi, ça, c'est un rassemblement politique. La seule politique dans laquelle moi je crois aujourd'hui, ce sont des gestes politiques dans le sens noble, dans le sens qu'on n'est pas seul sur la terre, on n'est pas seul, même à la maison, souvent on n'est pas seul, surtout si on a des enfants. Et on a oublié que la politique est une chose essentielle, c'est une chose aussi qui peut amener du plaisir. Ça, je sais, pour des jeunes, peut-être, c'est une idée impensable. Parce que si vous réduisez la politique aux hommes et femmes politiques, c'est suicidaire. Je sais, pour moi, qui est cinéaste, et un peu l'idée cet après-midi, c'est de discuter des parallèles entre le cinéma et le vin, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, moi je dirais que le cinéma ressemble aujourd'hui à ce que c'est la politique. C'est une cimetière de... En fait, même pas une cimetière, parce qu'une cimetière a la mémoire de vie vécue, et de vie sûrement vécue avec conviction, avec désir, avec passion, avec plaisir. Le champ politique, que ce soit en France, en Italie où j'habite, au Brésil où j'habitais avant, aux États-Unis où je suis né, c'est pareil. Le cinéma, hélas, également dans tous ces pays et dans beaucoup d'autres, est un lieu où il n'y a plus de vie. Ça, c'est un constat hautement personnel. Il y a beaucoup de cinéastes qui ne vont être pas d'accord avec moi. Donc, moi, je partage humblement, mais librement, mon point de vue. C'est aucunement je ne suis pas journaliste, je ne prétends pas à l'objectivité. Ça fait 30 ans que j'exerce mon métier de réalisateur. Je pense que dans ce contexte-ci, peut-être, si quelqu'un connaît un peu mon travail, c'est plutôt pour Mondovino, qui est un documentaire. La vérité, c'est que je fais plutôt des films de fiction. J'ai toujours fait un peu de documentaire aussi. Compte tenu du fait que tous les vignerons sont capables de raconter des histoires, on peut dire que Mondovino aussi est une fiction. C'est sûr qu'il y a des gens dans le Mondovino qui pensent que j'ai fait une fiction, en me traitant de manipulateur, etc. Bon, j'ai rien à dire là-dessus. Chacun travaille par rapport à sa conscience et de ce qu'il constate être moral ou éthique envers les autres. Mais je sais que moi, je vis un moment dans mon métier de cinéma qui est catastrophique. Et ce n'est pas une blague, c'est comme le journalisme. On est en train d'assister à la disparition d'un engagement avec le monde. Je pense que c'est beaucoup plus grave pour les journalistes, parce que pour la survie de la démocratie, du journalisme indépendant, vigoureux et polyforme est absolument crucial. Que le cinéma qui n'existe que depuis 100 ans et qu'il meurt aujourd'hui, bon, pour ceux qui sont cinéphiles, c'est triste. Pour ceux qui associent l'histoire de l'art avec le cinéma, ou le cinéma à l'intérieur de l'histoire de l'art, c'est aussi une tristesse. Mais la vie et la société peuvent continuer. Sans le journalisme, c'est pas sûr. On peut me traiter de radical, je pense pas l'être. J'essaie d'être respectueux et équilibré dans mon regard sur les choses. Mais ce que je vois dans le cinéma, c'est le reflet du monde général. C'est-à-dire, s'il y a de l'autocensure, il y a surtout des systèmes de pouvoir qui permettent à un film d'être fait et ensuite d'être diffusé, qui sont devenus... D'abord, ça a commencé avec l'imitation en France et ailleurs du modèle américain, même si en France, la situation est beaucoup mieux que nulle part ailleurs. Je sais que ça ne plaît pas aux Français de dire du bien de leur pays, mais croyez-moi que vous allez beaucoup mieux ici qu'ailleurs au point de vue culturel. Parce qu'il existe encore des subventions importantes et un regard d'importance sur la culture, y compris le cinéma, qui sont absolument disparus ailleurs. Moi, j'habite à Rome. À Rome, il y a 20 ans, il y avait une trentaine de cinémas, disons indépendants, qui programmaient ce qu'ils voulaient, y compris des films qui proposaient une réflexion sur le monde, qui apportaient, il faut l'espérer, aussi du plaisir.
Aujourd'hui, de ces trentaines de cinémas, il en reste 2. Et un appartient à Nanni Moretti, un réalisateur italien, et il le subventionne lui-même, ça c'est son cinéma, parce qu'il n'est pas rentable. Si tu vas à l'université de Rome, les étudiants en cinéma, et ça c'est un prof qui me l'a rapporté il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, d'une trentaine d'étudiants de cinéma à Rome, il n'y avait pas un étudiant à la fac qui avait vu un film de Fellini, et la plupart des étudiants n'avaient jamais entendu parler. C'est un peu mieux à la FEMIS à Paris, mais pas beaucoup. Je pense qu'il y a une école de cinéma importante ici aussi à Orléans. Je ne sais pas quel est l'état de la culture des étudiants, mais on est en train d'assister à la disparition, parce que le cinéma, comme le vin, est un acte de transmission. Ça a de l'importance et une valeur, je pense, uniquement s'il est vivant, engagé et en train de témoigner du vivant, mais s'il n'a pas une racine historique, une conscience historique, il est sans valeur. Je pense que vous pouvez nous parler de cette reprise de conscience dans le monde du vin, des racines historiques, et comment ça se met dans le vivant. Dans le cinéma, aujourd'hui, on peut dire que c'est en train de disparaître de manière radicale. Et il y a 10 ans, quand j'ai fait Mondovino, moi je pensais que le monde du vin était dans le même état que le monde du cinéma aujourd'hui. Donc il y a eu un miracle. Moi, je ne suis pas pessimiste. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec tout ce que je viens de dire. Mais je suis plutôt optimiste dans la mesure où s'il peut y avoir une révolution, et ça c'est à mes yeux, qu'il y a eu dans le monde du vin, des centaines et des centaines, aujourd'hui je dirais même des milliers de vignerons de par le monde, de tous les niveaux sociaux, de tous les engagements, idéologies politiques. Donc on est en dehors de la politique comme idéologie. On est en dehors aussi des classes sociales, parce que ça comprend vraiment tout le monde, du Sicile jusqu'au Champagne. Il y a eu dans les dernières 10 ans, en fait, il y en a beaucoup, comme Thierry et d'autres, qui travaillaient déjà et qui étaient déjà existants, mais qui n'avaient pas autour une culture, aussi un réseau économique pour vous soutenir, qui aujourd'hui va du Brésil jusqu'au Japon. Au Brésil, qui est un de mes 2 pays d'origine, disons, d'appartenance, il y a aujourd'hui des importateurs exclusivement de vins naturels. C'est un miracle. Et il y a eu une espèce de réponse spontanée de la part de vignerons, surtout en France et en Italie, qui ont dit on va plus tolérer ce système à la fois idéologique, culturel, agriculturel, économique et politique, qui enlève la dignité de nos différences et la force de ce qui est arrivé dans le monde du vin est l'ordre d'un miracle. Si on pourrait exporter cette révolution à d'autres métiers, je pense qu'on pourrait changer le monde. Voilà. Je pose ça comme... Ce que tu appelles la révolution, ça reste malgré tout très fragile et minoritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du vin est quand même majoritairement celui du vin industriel. C'est 3/4, voire 80% des vins vendus en grande distribution. Moins de 10% de vin bio en France, je ne sais pas combien, 5-6%. 5-6%, et on doit représenter en nature. Et en nature, moins d'1%. Ouais. Moins d'1%. Donc la révolution, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Oui, mais les chiffres, c'est aussi une manière de réduire le monde selon une idéologie de pouvoir. Non, mais c'est je pense que vous pouvez faire mieux que de réduire votre présence. Parce que regardez les jeunes amateurs. Combien? Non, alors ça c'est la représentation réelle de la production et de la distribution des vins. Après, en termes de représentation, c'est-à-dire de la manière dont on parle de nos vins, évidemment, si on devait faire un pourcentage des papiers de presse ou de la représentation de ce genre de vin dans les tables ou les magasins de vin où il faudrait être, elle est bien plus importante que ça. Et donc de ce point de vue-là, oui, il y a une petite révolution qui est en train de se passer et qui est... C'est parce qu'il y a un mouvement.
C'est parce que c'est dynamique par rapport à des vins voilà, qui sont, et ce qui est intéressant, qui sont toujours les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus il y a de producteurs, plus il y a de clients, plus il y a de clients, plus il y a de producteurs. Il y a 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Chaque personne qui se lance dans ce genre de production, quelques années après, arrive à en convaincre d'autres, etc. Et on arrive à une multiplication de production et de consommateurs assez rapide. Donc ça c'est très très bien. Ouais. Après, nous, les enjeux, c'est qu'on est dans le monde de l'agroalimentaire et que le pouvoir économique de la grande distribution est tel que notre enjeu pour les années à venir, ça va être de faire en sorte de ne pas se voir interdire un certain nombre de pratiques sous prétexte fallacieux d'hygiène ou de je ne sais quelle connerie, ce qu'on a vu dans le monde du fromage ou dans le monde de la viande ou de tout un tas d'autres secteurs alimentaires ou des céréales noyautées par Monsanto. Donc l'enjeu des années à venir, ça va être ça, ça va être arriver à protéger juridiquement ce qu'on fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les moyens financiers de le faire. Hein. Donc il va falloir se pencher sur la question sérieusement. On n'a pas les moyens financiers, mais on a la représentativité. On a la représentativité, c'est vrai. Donc ça, c'est quand même primordial. La résistance aussi. La résistance par rapport à un système. On est là pour dire des choses qui nous appartiennent. On est artisans. L'artisanat, pour moi, c'est central. Oui, c'est l'indépendance. L'indépendance de ce qu'on a envie de faire, en fait. Le point central de ça, c'est la liberté qu'on a. Et faut pas perdre de vue que cette liberté, elle est constamment menacée. Quoi. Ouais, mais si elle est menacée, de toute façon, il faudra mort dans la... Ah oui. Mais dans tout le code. Je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes, au moins par rapport au métier de cinéma. Ce salon, comme beaucoup d'autres, sont organisés principalement par les vignerons eux-mêmes. Je parle des salons de vin naturel, des rencontres. C'est vous qui mettez le prix, c'est vous qui choisissez avec beaucoup plus de liberté où vont aller vos vins, qui va les distribuer. Et donc, si on parle d'artisanat, et je pense que ça, c'est une chose absolument cruciale, c'est aussi crucial dans le cinéma comme en principe dans le journalisme, du moins ça l'a été. La question, c'est à quel point est-ce qu'on est capable, comme individu, d'exercer une liberté d'expression personnelle et ensuite de s'insérer dans un mouvement, dans un groupement et dans une diffusion dans le monde, dans un marché. Vous avez une liberté remarquable comme vigneron que jusqu'à présent, peut-être avec l'Internet, les choses vont changer un jour, mais pour l'instant, un cinéaste est obligé de rentrer dans les filières établies par l'équivalent de Monsanto. Donc, ça serait pour vous de vendre vos vins avec le représentant de Monsanto. Ça, c'est notre situation dans le cinéma. On ne peut pas mettre le prix, on peut pas. Il y a un choix tous les jours réduit de qui est capable de rediffuser notre travail, le niveau bon, certainement pendant des décennies, la rémunération dans le cinéma était grotesque. Grotesque pour les réalisateurs, grotesque pour les comédiens, grotesque pour les producteurs. Tu dis grotesque exagéré. Déjà, et ça je trouve plutôt très simple, même si c'est moi qui en prends aussi comme réalisateur les coûts, mais je pense que c'est des coûts qui sont justes par rapport au niveau du monde. Les salaires ont été réduits pour la plupart des cinéastes et aussi des comédiens de 1/10. Grosso modo, moi aujourd'hui, je gagnerais peut-être 1/7 de ce que j'aurais gagné il y a 5 ans. Je trouve ça plutôt juste, c'est plutôt sain, parce que ça nous remet au niveau du monde. Parce que même des cinéastes et des comédiens qui faisaient des projets d'auteur étaient en dehors de l'économie générale. Aujourd'hui, on entend l'inverse. En France, là, on parlait il y a quelques jours, des salaires exorbitants de toutes les stars françaises et que c'était vraiment... C'était un papier écrit par un Monsanto du monde du cinéma, un homme avec énormément de pouvoir, Vincent Maraval, de Wild Bunch, qui est
vendeurs à l'étranger, et aussi distributeurs et producteurs, et qui fait des films où il utilise des stars comme argent pour vendre, comme on peut employer une étiquette sur d'un château bordelais. C'est comme un exportateur de Bordeaux qui dit les prix du vin sont scandaleux, regarde Aubryon, au lieu de coûter 400 € la bouteille, coûte 500. Là, on est dans un monde grotesque. Ça ne regarde pas 99% des comédiens ou des réalisateurs. C'est que ça a été pris à la lettre et diffusé ensuite dans les journaux comme si c'était un argument valable. C'est hélas encore une preuve de la mort du journalisme et de la mort du cinéma. On est en dehors de la réalité. Aujourd'hui, même, je peux parler de mon dernière expérience de film. J'ai fait un film au Brésil qui s'appelle Rio Sex Comedy, avec principalement Charlotte Rampling, Irene Jacob, Bill Pullman, etc. Charlotte Rampling était ravie de travailler dans le film. Elle a été payée exactement le même salaire que tous les autres techniciens et comédiens. Tout le monde a été payé, ont été bien payés. 1 000 € par semaine pendant 2 mois. Et tout le monde était payé pareil, mais ça, Charlotte Rampling, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, ou pour un film d'Hollywood, pourrait être payé 500 000 € pour une semaine de travail, pas 1 000 €, facilement, parfois même plus. Donc, ça, ce sont des tentatives aussi, si vous voulez, d'essayer de repenser les choses. Mais dans le monde du cinéma, comme dans le journalisme, il faut repenser. Ensuite, il y a la question d'Internet. Et il y a un critique de cinéma ici qui est un grand défenseur de la démocratie possible de l'Internet. Mais ce n'est pas encore sûr. Olivier, si tu veux rebondir, tu es le bienvenu. Mais comment est-ce qu'un cinéaste pourrait reprendre le modèle des vignerons indépendants et travailler à travers l'Internet pour, oui, avoir une diffusion en dehors du système Monsanto, mais où il va pouvoir payer l'école de ses enfants et mettre un peu de pain sur la table. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La question, c'est la diffusion. On l'a vu avec Rio Sex Comedy, ou en ce moment même avec 5 caméras brisées, qui est un superbe film de terroir, d'ailleurs, film naturel, commencé comme ça spontanément par un amateur et qui a été monté en film progressivement, et qui se retrouve avec 12 salles en France, alors qu'il a été sélectionné pour les Oscars, et c'est un excellent documentaire. Donc la clé, c'est la diffusion et c'est Internet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution viable. Enfin, la VOD, c'est pas sûr. Le cinéma, il y a quand même des coûts de production qui sont quand même beaucoup plus lourds que, même si maintenant on tourne en numérique, etc., quand même plus lourd à gérer que simplement faire un album, tu vois, en musique. Puis la diffusion, elle est quand même aux mains de majors, de grosses boîtes, donc c'est compliqué. C'est la diffusion qui fait tout. Il me semble, pourtant en revenant aussi à ce que Thierry disait avant, qu'il y a des questions à poser pour votre monde aussi, pour la survie. Et ce sont des questions aussi qui regardent la question du statut. Le statut d'un vigneron, le statut d'un agriculteur dans le monde, et de différencier justement ceux qui font l'agriculture ou le vin à une échelle industrielle et ceux qui le font à un niveau artisanal. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en Italie comme en France, comme ailleurs, toutes les lois sont construites pour la grosse industrie. Et je pense que vous avez des problèmes de légalité qui est anti-éthique ou d'illégalité qui est éthique. Vous vous confrontez à ça souvent, n'est-ce pas, ou non? Plein. Si on devait respecter toutes les normes auxquelles on est soumis, les normes administratives, hein, entre autres, hein, on devrait passer notre vie à remplir des registres et je pense que la plupart d'entre nous, on est dans l'illégalité, non, avec les registres de caves et
de vendanges, de quoi tu machin, parles de trucs de soutirage. Le registre de quoi? Voilà. J'ai oublié de dire qu'il est aussi répression des fraudes. Donc... Ça, on a moins de problèmes avec ces gens-là. C'est vrai, en Italie. Par contre, en Italie, les vignerons ont beaucoup de problèmes avec la répression des fraudes. Enfin, on peut en avoir, mais c'est pas... Nous, c'est plutôt... Non, je pense qu'ils considèrent qu'on est dans un tel cas que les fraudes, ils viennent même pas nous embêter parce qu'on leur passe là, quoi. Enfin, on les intéresse même pas. Enfin, moi, les fraudes, ils sont venus une fois, ils m'ont dit ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. J'étais à peine installé et puis je ne l'ai jamais revu. Il devait me faire un mail en m'expliquant qu'est-ce qui colle pas. Je ne l'ai jamais reçu 2 ans après. On va tous les avoir dans la cave la semaine prochaine. Non, là, par contre, c'est qu'une question de diffusion, ça aussi. C'est qu'une question de diffusion. Mais comme quoi. Mais après, ce qui fait que ça existe, c'est qu'en face, il y a des personnes intéressées pour goûter nos vins. Et c'est le rapport à la consommation aussi qui est important. Si on arrive encore à vivre de ce qu'on fait de façon artisanale, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par les produits qu'on fait, quoi. Tant qu'il y aura des personnes et tant qu'elles seront présentes et de plus en plus nombreuses, on l'espère, on pourra continuer à vivre notre métier et à avoir un poids. C'est la consommation qui est... Mais ça rejoint la consommation du cinéma, c'est la même chose. Mais il y avait... Comment on consomme les choses, quoi. Il y avait aussi des consommateurs de... Comment on consomme le vin, comment on consomme... Et peut-être qu'il faut arrêter... Il faut qu'on arrête d'utiliser le mot consommation. Parce qu'en fait, vos vins ne sont pas faits pour être consommés, ils sont faits pour être dégustés, partagés, bu, non? C'est fait pour être proposé et apprécié pour ce qu'ils sont. C'est là que c'est intéressant de venir. Il y avait aussi des consommateurs de vrais fromages il y a 20 ans et d'un certain nombre de trucs dont la production est complètement interdite aujourd'hui. Les fromages, ça a eu l'air quand même de continuer quand même, non? Alors oui, mais c'est... Non, tu as des grosses sociétés comme Lactalis qui ont dézingué le camembert. Il y a des fromages qui ont complètement disparu, enfin qui existent toujours en tant que nom, mais qui ont disparu en tant que goût. Et parce que voilà, c'était monopolisé par quelques énormes sociétés. Et pourtant, il y avait des consommateurs de vrais camembert. Hein. C'était pas ça le souci, quoi. Le souci, c'est qu'à un moment, il y a des situations de monopole qui normatisent la production et qui interdisent des... Mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même une certaine résistance par rapport à ça. Oui. Mais en Italie aussi, d'un point de vue agricole, il y a une vraie résistance. Avec des mouvements comme Slow Food et tout ça, il y a quand même... il reste quand même non, mais je veux dire, Slow Food est devenu... C'est l'institutionnalisation du pouvoir. Et Slow Food, aujourd'hui, si tu parles avec la plupart des vignerons, c'est plus crédible. Pour les vignerons. Et c'est plus crédible aussi pour les autres agriculteurs. Ah ouais. Parce que c'est devenu un centre de pouvoir. Ça aussi, c'est le problème. C'est un problème historique. Dès qu'on a un peu de pouvoir, on le met au service de quoi? En général, juste à enrichir ce pouvoir-là. Et Slow Food, aujourd'hui, en Italie, il y a très très peu de paysans, d'agriculteurs, de vignerons qui le respectent. Parce que c'est une marque. Et ça a été transformé. Et donc, c'est très complexe. Donc, la question, et il me semble que la question fondamentale, pour vous comme pour moi, comme je pense pour beaucoup d'autres, selon les métiers qu'ils exercent, c'est comment maintenir une liberté absolue d'expression et aussi construire un pouvoir collectif sans nuire au côté hétéroclite et à la diversité. C'est vachement compliqué. D'abord parce que c'est construit que par des individualités fortes, c'est-à-dire que pour se lancer là-dedans, il faut avoir un minimum de carafon ou de conscience. Donc, ou d'inconscience. Mais du coup, ça fait qu'effectivement, c'est vachement dur de mettre en commun ces idées-là. Que les quelques expériences, j'en suis témoin depuis peu de temps, quelques expériences de groupements nationaux autour du vin naturel s'avèrent difficiles, voire vouées à l'échec. Donc oui, c'est très compliqué de formaliser les choses pour arriver à politiser ça de manière collective. C'est une question d'échelle, moi, à mon avis. Parce que là, ce qu'on éprouve,
et d'autant plus là, en se disant qu'on va faire autre chose que de la dégustation-vente aujourd'hui, c'est des décisions à 25-30 personnes, et on est en fait sur une initiative qui est collective, qui est de l'ordre du privé. Et en fait, voilà, on a fait une réunion un soir chez un tel, une autre réunion un soir chez un tel, puis on dit on fait ça. Après maintenant, comment est-ce qu'on organise, qui c'est qui va mettre des affiches, enfin, je passe le détail, mais il y a un moment, en fait, c'est l'initiative privée, individuelle, mais à mon avis, c'est plus fort quand c'est collectif, qui fait que les choses avancent. Si on... Slow Food, effectivement, si ça... Enfin, Slow Food ou d'autres organisations qui ont essayé de fédérer des milliers et des milliers de personnes à travers la France, l'Europe ou le monde, c'est compliqué. On est sur quelque chose qui est symbolique, qui est une image. Mais en fait, le concret des choses, on l'a localement, et puis en se parlant de personne à personne, quoi. Oui, et puis c'est très difficile de ne pas tomber dans l'idée du label ou de la mention à mettre sur l'étiquette, tu vois. Je veux dire, on tombe très vite dans ce travers qui devient un argument commercial, et donc à partir du moment où ça devient un argument commercial, c'est baisé, quoi. C'est mort. On perd les fondements de pourquoi on est là, quoi. Et pourtant, la démarche qui fait que c'est dynamique, quoi. Enfin, parce que de toute façon, soit en fait on avance, même si des fois ça peut coûter de s'affronter les uns aux autres en disant bah il faut prendre des décisions, etc. Ou soit effectivement on fige les sauges dans des labels, dans des règlements, dans des machins, et il ne se passe plus rien. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on est un peu le cul entre deux chaises. On est face à un système commercial où il faut qu'on vende pour vivre, et puis on est face à des choix politiques, parce que c'est que ça. Parce qu'on peut tourner les choses dans tous les sens. Quand on commence à travailler dans la vigne, c'est tu choisis d'avoir un salarié ou deux salariés, ou tu choisis de travailler à la main ou à la machine. C'est des choix politiques d'engagement de personnel, d'engagement tout court. Voilà. Et c'est là qu'on a un problème. Est-ce que c'est possible, une solution pour ces défis principaux, pour maintenir la liberté de l'artisanat, parce qu'au fond aussi on parle de ça, dans la mesure où, par exemple, en Italie, avec des vignerons, avec l'université de Bologne, on est en train d'organiser un événement au mois de mai qui s'appelle pour l'instant les Journées de l'illégalité. On va faire venir des centaines de paysans de par l'Italie qui vont amener des produits, soit de la charcuterie, fromage, il y aura des bergers, des bouchers aussi, qui font des produits qui ont des liens de patrimoine culturel historique qui sont aujourd'hui devenus d'une manière ou d'une autre illégaux. On les réunit avec des vignerons aussi, mais c'est à l'insistance du vigneron qui l'organise avec moi, Stefano Bellotti de Cascina delle Ulive, je ne sais pas si vous connaissez, il est le président de Renaissance Italie. C'était un des premiers à travailler en biodynamie au début des années 80 en Italie. Un des premiers à faire du sans-soufre en Italie aussi. Et donc l'idée, c'est de les réunir, d'avoir une programmation culturelle avec. Donc à la Cinémathèque de Bologne, qui est la plus importante en Italie, il y aura une programmation d'une douzaine de films qui parlent de l'idée de la désobéissance civile, de la résistance éthique à des lois anti-éthiques, des films qui ont vécu de la censure, etc. Mais peut-être j'espère, la chose la plus importante autour de ça, seront des conférences, des dialogues entre des paysans en dehors du monde du vin, des vignerons, des universitaires, des hommes politiques, des avocats qui s'intéressent aux questions agroalimentaires, y compris les quelques radicaux, au moins un radical qui était au ministère de l'Agriculture en Italie, pour commencer à réfléchir sur comment repenser les normes et les lois. Et dans un premier temps, ce qui est en train de sortir dans la formation des débats, et j'ai dit à Thierry, j'espère, si ça marche à Bologne, qu'on peut faire ça en France, peut-être même l'année prochaine, de commencer à réfléchir comment changer les lois et les statuts, c'est-à-dire de trouver une manière de dire que les artisans qui travaillent avec des liens, et là il y aura du travail à faire dans chaque région, pas un travail de AOC qui était, je pense, hautement politique. En Italie, de toute façon, les AOC sont scandaleux. Ils ont été construits surtout dans les années 60 et 70.
Et En France, c'est irréprochable, tu sais bien. je pense que c'est un peu mieux en France quand même, parce que ça a été fait plutôt dans les années 30. Oui. Donc, ouais, mais enfin, ils ont évolué 36, depuis. Il y a eu un glissement assez- Ils ont évolué depuis peu et les AOC nous emmènent sur des choses. Donc c'est figé dans... C'est devenu des AOP et donc. Non, mais même, enfin, sans parler du système AOC et AOP. Non, mais on est devenu. Les AOC en elles-mêmes, rien que de celle de Touraine, elle a énormément évolué et elle nous emmène sur des choses qui n'étaient pas à la base. Donc la proposition, justement, en Italie, du moins pour l'instant, et je vous invite à réfléchir comment ça pourrait être imaginé et appliqué en France, c'est de trouver peut-être un double pas. Le premier pas, c'est d'essayer de séparer les artisans indépendants qui touchent une tradition historique, de dire, voilà, ils ont un statut différent. Donc, jusqu'à en discuter avec Thierry tout à l'heure sur l'idée de la transmission à la mort de quelqu'un et pourquoi donc dans ce cas-là Nuit Saint-Georges ça va coûter 1 million d'euros par hectare et ça devient un problème énorme même pour quelqu'un qui en a ce terroir depuis des centaines d'années et Courcheverny à 10 000 hectares. C'est pas juste. C'est pas juste. Donc à tous les niveaux, y compris au niveau de la bureaucratie, parce que évidemment, vous comme artisan, que moi comme, disons, artisan cinéaste, on n'a pas la main-d'œuvre pour remplir les milliers de fiches juste au niveau bureaucratique. C'est écrasant et ça nous empêche de travailler, surtout vous, je pense, à vous empêcher de travailler. Donc, d'essayer de séparer les statuts pour ensuite réviser les normes et les règles qui regardent ces artisans agriculteurs qui travaillent d'une autre manière, une fois que tu as ce statut, que ça te libère. Je ne sais pas si ça, c'est une réflexion en France qui pourrait être utile. Enfin, moi, je pense qu'il y a, par rapport à la normalisation, il y a des histoires sur une histoire sur le statut, mais je ne crois pas que syndicalement en France, on en soit là. Enfin, bon, il y a différentes structures qui ont toujours... lutter par rapport à des nouvelles règles qui tombaient de par des administrations qui comprennent rien à notre métier puisqu'elles ne l'exercent pas. Bon, c'est pas un reproche, mais je veux dire, voilà, faut être à la place de celui qui fait pour à un moment pouvoir essayer de lui donner un cadre. Mais bon, comme on est tous très spécialisés, qu'il y a celui qui fait les papiers, celui qui fait le travail, celui qui fait le commerce, celui qui... Et, par contre, moi, je pense que ce qu'il va falloir au niveau des paysans, et là, à mon avis, on aura besoin des citoyens. Après, on peut dire consommateurs ou... Enfin, peu importe. C'est qu'il y a des gens, en fait, qui vont se trouver en porte-à-faux. Par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler en Italie, mais là, sur les questions des semences, alors c'est européen, en ce moment, c'est très franco-français. C'est-à-dire qu'il est question depuis le décembre 2011 que les paysans n'aient pas le droit de ressemer une partie de leur récolte. À un moment et que ça, en fait, non seulement a priori c'est taxable, dans un premier temps, si tu le fais, et que dans un second temps, en fait, tu deviens hors la loi, quoi. Le gars moissonne son orge, il ne peut pas garder un peu d'orge pour le ressemer l'année prochaine. C'est infernal. Mais exactement, d'où l'intérêt de réunir le monde, disons, de la culture, des intellectuels, des universitaires, qui ont une réflexion en principe sur qu'est-ce qu'a une valeur culturelle pour la société, de faire ça ensemble avec des vignerons et d'autres agriculteurs, pour ensuite, et ça c'est un argument politique ou de droite ou de gauche, je pense que tout homme politique, au moins en public, est obligé de défendre l'idée du terroir français et que la typicité française, que ce soit dans le fromage, dans le vin ou dans le cinéma, est une chose à défendre. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une carte à jouer là-dessus. S'il y a une réflexion entre les gens de la culture urbaine, disons, et les gens de la culture paysanne, pour replacer le statut de travail agriculturel aussi au niveau culturel général, et donc c'est la défense d'un bien national, d'un patrimoine, comme Aubert de Vilaine et d'autres font en Bourgogne maintenant pour classer
la Côte d'Or, par exemple, en patrimoine UNESCO. C'est un petit exemple qui n'a pas beaucoup de retombées ensuite pour les gens actifs. Mais je pense qu'il y a une manière de poursuivre ça. C'est difficile parce qu'on est très 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 peu représenté et que dans toutes les communes qu'on peut être en tant que vigneron, on est 1, 2, voire 3 vignerons par rapport à, je sais pas, 10, 15, 20 vignerons qui vont pas travailler forcément comme nous, qui ont aussi des valeurs qu'on critique ou qu'on respecte, après c'est à chacun de voir, mais qui ont aussi des valeurs. Et c'est difficile pour un politique. La notion de terroir, la notion de qualité, la notion de... elle est vachement aléatoire en fait, d'une personne à l'autre. Chacun... Enfin, nous, pour beaucoup de vignerons, on est une façon de voir des choses qui est un peu arriérée, alors que pour d'autres, ça va être l'inverse. Enfin, voilà. Donc à partir de... Mais vous êtes anecdotique au niveau de chiffres. Mais non, mais même au niveau politique. Du coup, il y a une connotation politique. C'est-à-dire qu'à la limite, un député qu'on a ou un conseiller général qui va venir nous voir, il ne va pas forcément nous défendre, nous, par rapport à 10 autres vignerons qui sont dans la commune. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas un statut reconnu que ceux qui travaillent la terre de manière naturelle, que ce soit pour faire du blé, pour élever des vaches, pour faire du vin, c'est pareil l'enjeu. Mais c'est pour ça que je propose cette alliance de pouvoir déplacer le regard qui est porté. Une fois que vous êtes vu comme la phare pour l'expression de typicité, donc d'une valeur à défendre de la droite ou de la gauche, ils vont avoir un regard différent sur vous. Le fait que vous êtes 3 et il y a 300 d'autres, ça n'a pas d'importance. Ils vont savoir que les 3 sont défendus par cet autre statut. Et donc, c'est quelque chose à vendre de leur point de vue. Et je pense que c'est là où les choses peuvent changer. Il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'on est en plein salon d'agriculture. Et quand on regarde les images du salon d'agriculture, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens comme nous qui soient... Il y a Bornard qui est parce qu'ils ont fait un stand de l'amour dans le pré. Mais enfin voilà, c'est rien que niveau com, le salon d'agriculture c'est censé être voilà, le terroir, l'agriculture, la paysannerie et tout. Mais évidemment, c'est acheté par l'industrie. Et n'empêche que, bah ouais, c'est sûr que quand on voit Carrefour au salon d'agriculture, ça fait les cheveux sur la tête. Enfin, excuse-moi, j'ai dit une marque, mais enfin voilà. Donc à partir de là, ça bloque. Tu avais peur de dire le mot Carrefour? Je sais que tu plaisantais, mais... Oui, non, c'était une boutade. J'en ai rien à me... Genre, franchement, j'y suis pas. Et pourtant, quel réflexe, hein. Ouais. Ça veut dire beaucoup sur la société dans laquelle on vit. Bah oui, mais de toute façon, tu peux pas dire une marque ouvertement. Les questions que vous posez là, c'est des questions qui sont des questions de la fin d'un monde. C'est-à-dire que donc, on est en train de réfléchir à quelque chose qui est déjà passé. Mais vraiment. C'est-à-dire que donc, les questions industrie, artisanat, ne se posent pas vraiment dans le sens où chacun se reconnaît en tant que tel, comme artisan ou pas. Simplement, le fait de vouloir définir ce qu'est un artisan, ça va certainement être très très difficile. Comme c'est très très difficile de définir ce qu'est un vin naturel. Et si on pouvait essayer de faire quelque chose, à mon avis, entre ces deux mondes, je parle du vôtre et du nôtre, qui est comme tous les mondes, des mondes qui réfléchissent, c'est-à-dire qui se font voir à l'extérieur, ça serait essayer de vivre économiquement sans abuser de la réflexion, c'est-à-dire de la publicité. Ça peut vous paraître bizarre ce que je vais dire. Mais pour moi, la publicité, c'est une manière de réfléchir sans penser. Je ne sais pas si je suis très compréhensible en disant ça. Et donc, à partir du moment où on lance ce mouvement-là, cette idée de arrêter de rentrer dans ces moules tout faits qu'on nous propose tout le temps, hein, la publicité, donc, qui induit forcément que derrière, il y a un message à faire passer et qu'il y a des choses à vendre. Mais si on a compris que ce qu'on a à vendre, ce n'est pas à travers ce schéma-là, mais c'est à travers des schémas qui sont des choses qui font voir qu'on est différent, mais tout autour de nous, il y a plein de choses différentes. Et si on est capable de poser, non pas un statut, mais des idées qui font qu'on met en avant, sans publicité, tout ce qui est différent,
et même des choses qui ne sont pas comme nous. En viticulture, par exemple, des gens qui travaillent différemment de nous. Mais on pose vraiment les choses telles qu'elles sont, différentes. Quelqu'un qui travaille en conventionnel, qui accepte de dire qu'il travaille en conventionnel, et bien voilà, les choses sont dites. Des consommateurs qui acceptent, nous sommes des consommateurs. Hein. Je suis producteur, mais je suis consommateur aussi, c'est ça que je veux dire. Des consommateurs qui acceptent de dire qu'ils consomment aussi chez Carrefour, et qui consomment ailleurs. Plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'arriver à rentrer dans une espèce de transparence pour soi-même, pas pour les autres, pour soi-même. Et là, je pense qu'on arriverait, si on changeait ce comportement-là pour nous-mêmes, je le dis d'abord pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de regards qui changeraient. Parce que si on veut changer le monde, mais refaire des normes pour fixer un nouveau monde, on refait à nouveau ce même monde. Vous avez raison, je vous comprends. Et d'ailleurs, on discute beaucoup en Italie, je ne sais pas en France. Une des propositions principales qui commençait à surgir un peu de la part de beaucoup de vignerons, c'était de proposer, de rectifier une énorme contradiction, qui est le seul produit de l'agroalimentaire qui n'est pas obligé de lister tous les ingrédients, comme vous le savez, c'est le vin. Donc on sait très bien... Pardon ? Et le... C'est la même chose, non? C'est vrai qu'il n'est pas obligé, non? Coca-Cola n'a pas le listing des produits dessus. C'est pas vrai. On va aller en chercher une bouteille. C'est hallucinant. Ça va être difficile à trouver. Mais évidemment, la proposition, essayant d'obliger, de faire une loi au niveau européen, d'obliger tous les vignerons, tous les producteurs de vin, de lister les ingrédients. On sait très bien que la plupart des vins industriels, ils en auront des contre-étiquettes grosses comme ça, avec tous les ajouts. Et les vignerons vraiment naturels, ça sera la chose la plus légère et fine de la planète. Et ça sera déjà derrière le contre-argument, c'est un peu, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est que déjà vous êtes assommé par un excès de normes et de statuts. Si vous avez encore autre chose, c'est juste trop, c'est aller dans le contresens. C'est un peu ça que vous voulez dire. Et comment vous vous sentez par rapport à cette idée de lister les ingrédients? On le réclame depuis longtemps aussi. Ah, vous le réclamez aussi? Je pense que ce serait énorme. Tu penses que c'est une bonne idée? La première idée, c'était quand il y a des sulfites obligatoires, c'est de marquer la dose de soufre. C'est-à-dire, pas mettre contient des sulfites, c'est complètement con. C'est obligatoire à partir de 10 mg, mais il peut y en avoir 300. Donc, mettons combien il y a. Comment alors apporter au monde ce message tellement évident pour nous qui aimons le vin, pour vous qui produisez ce genre de vin? Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très simple à faire. Très simple et très cher et très compliqué, mais très simple. S'il y avait une manière de réunir tous les vignerons de vin naturel, italiens et français, et de construire une étude scientifique, comme il a fait Serralini sur les OGM, c'est-à-dire en dehors de l'industrie aussi de la science. Et ça vous voudrait dire peut-être, je ne sais pas si chaque vigneron et chaque amateur de vin qui y croyait, mettait 100 €, qui est énorme, mais on peut les acheter en vin. Pour fonder, pour subventionner une étude pendant 2-3 ans, des vrais effets. Donc il faut avoir des cancérologues, des agronomes, des biologues, des médecins, etc. Parce qu'il faut faire une étude transversale, horizontale et verticale, c'est-à-dire quelles sont les vraies traces de pesticides, parce que il y a énormément de petites études avec très peu d'échantillons faits de manière très aléatoire. Il n'y a rien de vraiment rigoureux. Sur un élément et pas forcément avec des systèmes croisés où on pourrait... Il faut vraiment étudier quelles sont les vraies traces de pesticides, d'herbicides, etc. Quelles sont, sur l'accumulation pendant des années d'un consommateur X
Parce que, évidemment, tu prends une bouteille de ces poisons, tu vas survivre. Peut-être, hein, moi, même pas de ça, je ne suis pas convaincu, mais probablement. Mais tu fais ça pendant 10 ans, tu fais ça pendant même 3 ans, systématiquement. Quelle est la probabilité que tu auras un cancer dans 5 ans? Donc, d'un point de vue scientifique, c'est énorme. Ça coûtera... Après, je pense que faudrait que tu tournes un Super Size Me avec du vin du cellier des dauphins ou de mouton cadet pour voir. mais la carte de la santé est une carte qui n'a pas encore été jouée vraiment de manière réfléchie, systématique de votre... Oui, c'est vrai. En France, il y a combien d'associations de vin naturel? Combien Des nationales, il y en a une ou deux, et après des régionales, il y en a plein. Il y en a dans toutes les régions, parfois plusieurs par département. Est-ce qu'ils se parlent entre eux ou... Oui, en général, oui, il y a de l'échange, mais des fois, non. Ça dépend un peu des cas de figure. Ça dépend des personnalités, en fait. Selon vous, il y a combien de vignerons c'est pas parti pour plus ou moins naturels en France aujourd'hui? C'est pas parti pour s'améliorer. Quelques centaines. Une centaine? Quelques centaines. Ah, j'ai eu peur. Quelques centaines, alors... 200, 400, 500 Alors, ça dépend où on met la barre, si tu veux. Ça dépend. Mettons la barre de manière généreuse. La barre de manière généreuse, je pense qu'elle est plus près de 500 que de 200. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et en Italie, je pense que ça doit être autour de 200, 300. Mais je voulais dire, ça c'est une super idée. C'est une très bonne idée, c'est dans le sens où ça mettrait le doigt sur quelque chose qui apparemment pourrait intéresser une opinion publique très très large. Mais je reste quand même sur le fait qu'on a toujours tendance à vouloir renverser le plus rapidement possible. On a toujours tendance à vouloir renverser le plus rapidement possible les tendances qui nous dérangent. Moi, je vous disais tout à l'heure que je pense c'est normal ce qui se passe en ce moment parce qu'on est vraiment sur des notions et des réflexes de vieux monde. Monsanto, il fait partie de l'ancien monde. Et tout ce qui ressemble à ça, ça fait partie de l'ancien monde. Même si aujourd'hui on vit avec, on est obligé de vivre avec parce que c'est eux qui nous dirigent. Ils ont encore le pouvoir, ouais. C'est eux qui ont le pouvoir. Mais c'est pas parce qu'on a le pouvoir. C'est un peu le sujet de notre réflexion. S'ils n'avaient pas le pouvoir, on s'en foutrait réellement. Eh oui. Qui te dit, Thierry, qu'on ne serait pas en train de recommencer quelque chose que eux ont déjà fait. C'est pour ça que je dis que je pense que si jamais on reconstruit quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on voudrait aujourd'hui, il faudrait que ça soit sans publicité. Il y a une deuxième chose qui me paraît très très importante, et là je voudrais le relier non pas seulement au vin, mais à tout ce qui peut être travail artisanal et artistique. C'est qu'on oublie dans tout ça que peut-être que si aujourd'hui on est là à réfléchir à des choses comme ça, c'est parce qu'en face, il y a des gens comme Monsanto. S'ils n'étaient pas là, on n'y serait peut-être pas tant attentifs. Et que qu'est-ce qui nous relie à ça? C'est qu'on a tous l'impression qu'on crée quelque chose. Je pense que les gens qui font du cinéma, ils ont comme tous les hommes qui font quelque chose, qui créent quelque chose, c'est ça qui nous fait vivre. Et à partir du moment où on veut normer les choses, on tue la création. Et si on est capable de faire une agriculture qui n'a pas besoin d'être normée, à mon sens, qui a toujours existé, à mon sens, on a gagné quelque chose. Mais si on est capable de faire une vie créative dans ce sens-là, c'est-à-dire qui rejoint, je ne sais pas, moi, au hasard, la menuiserie, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais tous les métiers qui existent, même je pense, du côté tertiaire, on peut créer individuellement, en tant qu'homme, on peut être des créateurs incroyables. Et ce qu'il y a, c'est qu'on oublie trop souvent ça. Et je pense que le mouvement que là, vous essayez d'imprimer, ça peut être quelque chose d'extrêmement utile sur ce plan-là. C'est-à-dire que, philosophiquement, on est toujours nous-mêmes quand on sait qu'on est capable de créer quelque chose. La création, ce n'est pas forcément une œuvre. La création, c'est simplement le fait de dire « j'ai fait ça, comme ça ». Et est-ce qu'à travers les réponses qu'on essaye d'apporter à votre question, on n'a pas toujours tendance à vouloir refaire l'ancien monde et à oublier qu'en fait, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau.
On sait que les nouvelles générations sont beaucoup plus attentives, je trouve. Je sais pas. Enfin, moi, je trouve que les enfants qui arrivent, si on a des enfants les uns les autres, ont une conscience de l'environnement, des choses, du rapport aux choses et à l'humain, qui est déjà plus la même que la nôtre. Des fois, je me sens vieux en écoutant ma fille qui a 15 ans. Ouais, je me dis, tiens, elle me raconte des trucs, elle aborde des choses un peu différemment, avec un regard un peu neuf. Et ce monde, il est en train d'évoluer, de grandir. Et nous, on est là, évidemment, à faire des trucs en essayant d'être cohérents et en phase avec ce qu'on est, à pouvoir se regarder dans la glace ce matin. Mais il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui sont porteurs d'espoir. Moi, j'y crois beaucoup à ce qui arrive, hein, et à ce qu'ils auront à raconter et à faire aussi, eux. Et c'est vrai qu'ils ont un regard sur le monde et sur l'humanité. Non, mais ils ont un regard sur le monde et l'humanité. Non, je suis pas si optimiste que ça. Moi, je pense que oui, ça démarre toujours bien. Et puis ils arrivent dans un système où il y a des lobbies, où il y a la télévision, où il y a la communication. Non, ça c'est pas heureusement. Heureusement. Le formatage des années 80, enfin des années 80 à nos jours, est quand même beaucoup plus important que le formatage que nous on a pu connaître des années 50, on va dire 60. Oui, parce que plus que d'opposer les systèmes, je pense qu'on a intérêt à communiquer et effectivement les structures et le mass média, comme on voit bien qu'on a peu de chance en fait de pouvoir les utiliser à en notre sens, si tant est qu'on ait un sens qu'on puisse définir. Je pense que l'intérêt, il est que je communique avec Émile, avec Olivier, au plus près, quoi. Et de se dire, si j'aime ce vin, tiens, je t'invite, on va en boire, etc. Ou si j'aime ce film, qui ne peut pas être diffusé parce que c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, voyons-le ensemble, voilà. Je crois beaucoup aux relations duelles et locales, quoi. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, un site pour les vignerons naturels en France, qui est pour vous, pas pour les amateurs de vin, mais pour vous? Oui, il y en a un de l'association officielle, et puis il y en a plusieurs qui sont des blogs privés, mais qui rassemblent, qui se veulent un recensement de tout ce qui se fait à peu près dans le monde du vin naturel, quoi. Donc ils sont assez généralistes. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des sites propres sur la production qui expliquent ce qu'ils font? Oui. On est des ploucs, mais quand même. Non. Vous dialoguez avec des consommateurs, des gens il y a des échanges comme ça? Oui, mais en même temps, on passe pas notre vie sur Internet non plus, donc on dialogue avec les consommateurs des c'est journées pas très comme passionnant. aujourd'hui, et ça, on le fait quand même assez mieux souvent, le de faire se déplacer, par les salons que le faire par Internet. Enfin, voilà, par les on n'est pas en demande de rencontre avec les gens qui boivent notre vin, ça. Moi, je préfère les voir à la cave ou là que les voir à la cave sur Internet. C'est pas l'un ou l'autre. Mais oui. Mais oui, après, il y a plein de demandes de renseignements, d'infos, machin. J'ai dit tout à l'heure, mais il faut quand même simplement dire une ou deux réflexions pour savoir si ça peut pas manquer du débat. C'est qu'a priori, je crois que le Parlement, il y a plus de 50% maintenant de la population qui vit en ville. Donc, et il y a de moins en moins concrètement en France de pays en ville. Alors là, je prends la notion de. Alors est-ce que ça ne peut pas aussi aider à chercher des réflexions, mais c'est un comme ça aussi qu'on soit terrible, quoi. C'est un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est un des objets de cette association, c'est qu'il n'y a pas de structure de 50 hectares de vignes, quoi. Je pense que globalement en France, ce mouvement de vin naturel, en Italie aussi, prouve qu'on peut exister en viticulture avec des toutes petites structures et gagner sa vie. Donc ce qui est aussi intellectuellement une révolution en agriculture, hein, parce que je pense qu'il y a 20 ans, on ne se posait pas ce genre de questions. Quand on voulait s'installer, ce qui était mon cas, on allait à la chambre d'agriculture faire son projet d'installation et on nous disait, vous voulez combien? 5 hectares? Ça va pas, non, il faut que vous ayez 15 hectares, puis vous preniez tant de prêts bonifiés et vous aurez une dotation jeune agriculteur de temps, et l'organisation se faisait comme ça. Thierry, toi ça date, mais c'est toujours le cas.
Ouais. Non mais voilà, après ce qui n'existait pas à cette époque, c'était ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait 10 producteurs en France. Maintenant, c'est 25 ans. Il y a un côté où c'est plus facile. Parce que, donc, on n'avait aucune référence de ce. Voilà, on a plus de références. Il n'y avait pas non plus de marché, pas de consommateurs pour ça. Donc c'était un peu compliqué de se poser ce genre de questions. Mais comme quoi, c'est un phénomène, c'est comme un effet pyramide. Il y avait tant de vignerons, et puis on va dire, alors là c'est un peu bâtard, mais tant de clients potentiels. Et puis il y a un phénomène, enfin voilà, ça s'enroule autour. Et puis il y a de plus en plus de vignerons, et puis ça englobe de plus en plus de monde, et puis ça va plutôt dans le bon sens, ça va en augmentant et ça va pas en inversant. Et vous, à l'époque, vous étiez 10, et puis il n'y avait pas énormément, on va dire, de gens qui appréciaient ce type de vin. Maintenant, il y a beaucoup plus de vignerons qui sont susceptibles de faire ce type de vin, avec beaucoup plus de gens derrière qui sont susceptibles d'apprécier. Et demain, peut-être qu'il y aura encore plus de gens. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, on espère tous encore plus de vignerons qui sont susceptibles. Mais donc, on parlait de ça aussi à propos de l'agriculture, le reste de l'agriculture. Il y a plein d'initiatives chez les éleveurs, chez les céréaliers, pour faire de la production plus marginale. Ou en faisant de la vente directe, on s'aperçoit qu'on peut vivre, on n'est pas obligé d'avoir 400 bêtes, mais que quelques dizaines et arriver à gagner sa vie. Voilà, il y a une voie pour une agriculture artisanale qui existe et qui est possible. Et je pense qu'aussi par rapport à ce que vous disiez, parce qu'en fait, je pense que le chiffre aujourd'hui en France, c'est moins de 2% d'agriculteurs, de paysans, tandis qu'il y a 70 ans, c'était 35%. Donc c'est une chute absolument vers 70 ans, c'était plus de 50% de la population active qui travaillait dans le monde agricole. Pas d'agriculteurs, mais il y a plein d'ouvriers agricoles. Moi, moi j'ai vu un chiffre 35, mais en tout cas, c'est une chute exponentielle. Et je pense qu'aussi ceux qui commencent à relire à ce que vous dites sur votre fille, je pense que c'est vrai, je le note aussi, même si mes enfants sont plus petits, je vois chez des adolescents une conscience écologique. Moi, j'ai 51 ans, j'avais absolument pas à l'époque. Parce qu'aussi, les gens ne s'en rendaient pas compte à l'époque. Surtout des gens urbains comme moi ne s'en rendaient pas compte à quel point la planète était en train de se suicider. En fait, les hommes étaient en train de tuer la planète. Aujourd'hui, je pense que cette conscience, elle est répandue et elle est croissante. Une reconnaissance qu'on est sur le précipice d'une catastrophe irrémédiable. Et c'est vrai que ça commence à faire tourner un peu les neurones. Et Michel Serres, le philosophe, il a dit récemment, il a dit dans le 18e, un paysan était plutôt ignorant, n'avait aucune idée où allait le monde. Les seules personnes capables de prévoir un peu la direction de la civilisation étaient des gens qui habitaient en ville. Et il dit aujourd'hui, la situation est absolument inversée. Les seuls qui ont une conscience de ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons devenir dans le proche avenir, ce sont les paysans. Et les gens de la ville sont devenus d'une ignorance destructrice. Et ça, je pense que c'est... Et moi, je suis représentant de cette stupidité urbaine. Mais certainement... Et le privilège d'avoir des échanges comme aujourd'hui avec vous et de goûter vos vins, c'est un immense privilège. Et je dis ça très simplement. Hein. Je sais que c'est partagé par beaucoup d'autres gens que je connais qui sont des bêtes urbaines. Mais vous êtes vus comme vraiment des lueurs d'espoir. Parce qu'en habitant en ville, d'abord, on sait que chaque fois qu'on respire, on est en train de se tuer, parce que la qualité de l'air est porteuse de cancer et d'autres maladies. On sait que si on va sortir dans un restaurant, à part les restaurants qui font très attention aux produits et aux vins, on est en train, tu prends un café ou un sandwich à la gare,
tu as vraiment besoin d'avoir faim si tu as une conscience de ce que tu es en train de manger. Donc, du coup, ce que vous faites est une chose magique pour nous. Et vous représentez une réponse absolument concrète. Donc, ce n'est pas du blablabla d'un cinéaste comme moi. C'est une vraie réponse concrète. Mais c'est un acte d'espoir pour nous tous. Vous êtes porteurs. Vous êtes des porteurs de nos espoirs. Juste pour revenir sur une notion d'agriculture en général, une chance qu'on a en tant que vigneron, c'est d'avoir la transformation de la matière première. Et à ce titre, ça nous permet de valoriser le produit final autrement que ça pourrait l'être, notamment par exemple comme de la céréale. La céréale, les circuits sont archi-bloqués et c'est juste une question d'offre et de marché. Et bien qu'il y ait certains paysans qui arrivent à valoriser et à travailler autrement, mais sur la masse, c'est encore, je pense, encore plus anecdotique, quoi. Et nous, de par la fête de la transformation, on arrive encore à faire quelque chose et on arrive encore à faire ce dont on a envie de notre matière première. C'est un art. Oui, c'est un art. Oui, mais ça reste anecdotique. Je suis tout à fait d'accord, mais ça reste anecdotique. Enfin, c'est encore plus anecdotique que nous. Mais... Attends, heureusement qu'il y a des cinéastes aussi. Enfin, Oui, mais bien sûr, on serait chier le dimanche. La culture... Mais je suis d'accord. Même là, il y a des points de création énormément intéressants, comme on le dit trop souvent, simplement parce qu'on est dans un secteur qui paraît ne pas être créateur. Chacun à son sens pourrait être relié de cette manière-là. Et je pense qu'un mouvement comme, ou des idées comme vous essayez de déplacer en ce moment, si on arrivait à cristalliser quelque chose d'intéressant autour de ça, ça peut être quelque chose qui peut transformer beaucoup de conscience. Parce qu'à mon avis, ça joue plus à ce niveau-là, au niveau de la conscience des gens. C'est absolument là, il faut travailler, vous avez raison. Il n'y a pas une histoire de plaisir aussi là-dedans, c'est-à-dire que là, vous dites, vous êtes des lueurs et tout ça, mais on est aussi juste des gens qui essayent de vous apporter du plaisir. Quand vous faites un bon film, ça apporte du plaisir à quelqu'un. Et peut-être que l'avenir, c'est juste de se dire qu'on se fait plaisir mutuellement et que rien que de se faire plaisir mutuellement, ça fait un peu avancer tout le monde, quoi. Ça fait partie, mais je pense que vu l'urgence de l'état des choses, il faut aussi un peu de réflexion. Évidemment, le plaisir, le biais du plaisir est essentiel et c'est la chose joyeuse dans ce que vous faites. C'est parfois la chose joyeuse dans ce qui se passe dans le cinéma, pas assez souvent à mon avis, mais oui, bien sûr, le plaisir c'est ça aussi le côté magique du vin. C'est sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas dans la normalisation du plaisir. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans la démarche qu'on a. On peut en trouver plusieurs. Moi, je veux juste dire, c'est un petit détour, mais que je ne sais pas s'il existe, je demandais à quelques vignerons parmi vous, s'il existait une étude un peu sociologique, voire carrément anthropologique, autrement dit, assez qualitative, sur qui sont les gens qui boivent vos vins, parce que quand même vos vins sont destinés à bien que vous en buviez tous une grande partie, pour production. Et moi aussi avec vous, mais c'est pas destiné à être bu, et je pense qu'une étude vraiment assez proche d'une étude scientifique. Une étude de marché. Avec les relais de... C'est ça qui nous manque. Ouais. Effectivement, les interfaces, de façon à pouvoir relayer, parce que moi, je ne vois pas expliquer, je ne vois pas, j'en ai aucune capacité, justement. Oui, et puis justement, l'événement aussi crée l'opportunité de rassembler des gens compétents dans plusieurs domaines pour faire un... Voilà. Et c'est concrètement, très humoristiquement, ce qu'il nous faut, ce qui nous manque, quoi. Ce qu'il nous faut, c'est un bon psy. Hein. Donc de faire un festival de films porno avec des vins naturels, c'est ça? Ouais, et on fera les... Au bord des manches avec les hot doors, tu sais, les hot dans le... Et vous, quelle est la finalité par rapport au salon qui va être organisé en Italie? Jusqu'où, éventuellement, ça peut remonter la finalité? Aucune idée. Aucune idée. On essaie de lancer des idées, des rencontres et un dialogue. Mais moi, je serais ravi de faire ça en France. Je pense que l'écoute est là et le désir de la part de beaucoup de gens est là. Mais si juste une dernière idée, Thierry,
Ce que moi je vous proposerais, par exemple, c'est aussi de réfléchir sur le fait que si le vin naturel est différent du vin industriel, et si l'idée de comment on le partage, comment on peut prendre du plaisir est différente, il faut peut-être aussi commencer à réfléchir comment faire des interfaces, comme vous dites, des salons de manière différente que l'industrie l'a fait. C'est-à-dire de les placer dans un contexte différent, dans une manière d'échanger avec des publics différents. Je pense qu'à Paris, il y a énormément de possibilités de déplacer l'idée de la dégustation organisée avec chacun derrière sa table et des gens qui passent. Ça va, hein, je ne vais pas le critiquer, je sais que c'est nécessaire quelque part, mais je pense qu'il y a d'autres manières de réfléchir comment partager un plaisir différent de manière qui est plus plaisante pour vous, plus valorisante et aussi plus plaisante et plus instructive pour les amateurs de vin qui viennent. Donc je pense que ça vaut le coup parce que ce genre de choses, elles sont très importantes. Voilà. En tout cas, moi je remercie vraiment de l'écoute, de l'échange. C'est un grand honneur d'être avec vous. Merci à toi d'être venu. Merci. On va boire un coup.